Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner. Et puis, on va faire ça, comme on dit, sans langue de bois quand même. Aujourd'hui, sur cette thématique, donc voilà, sur le financement des fintech. Donc, parfait, Marion vous a présenté. J'ai pas besoin de faire le boulot. Première question, allez, simple. Est-ce que la fête est finie, Maxime? Bonjour à tous. Je ne sais pas si elle est finie, mais en tout cas, l'open bar est terminé et la musique a un petit peu baissé. Clairement, et on l'a dit déjà depuis ce matin, il y a beaucoup moins d'argent sur les marchés, beaucoup moins d'argent dans les fonds d'investissement. Et évidemment, du coup, c'est plus compliqué pour les boîtes de relever de l'argent. On le voit à la fois à l'achat, mais aussi nous, quand on a des sociétés en portefeuille qui relèvent de l'argent aujourd'hui, c'est vraiment le jour et la nuit entre aujourd'hui et il y a grosso modo 18 mois. Avec une petite nuance, c'est qu'on voit quand même une vraie polarisation des sociétés qui sont vraiment très performantes, ce qu'on appelle les beaux assets sur le marché, continuent à partir quasiment aussi vite qu'avant et quasiment sur le même niveau de valorisation. En revanche, c'est pour les boîtes qui ont des parcours un peu plus compliqués. Là, on peut avoir je sais pas, je prends un indicateur, mais des levées de fonds qui peuvent doubler en termes de timing. Grosso modo, quand ça prenait 2 mois avant, aujourd'hui, ça peut prendre quasiment 3-4 mois. Alors, je sais pas si je suis exactement d'accord. Alors, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais je me permets sur la partie liquidité et notamment sur les fonds qui sont disponibles aujourd'hui. En réalité, moi, je pense qu'il y a plus de liquidité aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu. Parce que les fonds ont levé, donc il y a eu quand même cette phase ce boom de 2021, c'était un boom pour les boîtes, c'était un boom pour les fonds aussi. Donc il y a beaucoup de fonds qui ont été levés. Par contre, je te rejoins, il y a moins d'activité, beaucoup moins d'activité. Alors beaucoup moins d'activité qu'en 2021. Encore une fois, faut remettre en perspective par rapport à avant 2021. Finalement, il y a quand même un petit peu d'activité. Et notamment sur la partie liquidité. En fait, il y a de la liquidité, c'est juste que les fonds sont un petit peu frileux. Et surtout aussi de la partie du côté entrepreneur, il faut remettre dans le contexte que les boîtes n'ont pas forcément besoin de lever. Alors moi, déjà pour le contexte, je suis un peu plus late stage, donc je vais avoir un avis toujours un petit peu peut-être différent. Mais les entreprises n'ont pas forcément besoin de lever tous les 12 mois. Enfin, c'est pas un cycle naturel de financement. Et sachant que énormément de boîtes ont levé en 2021, c'est aussi normal qu'en 2022 et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu moins de financement. C'est des cycles naturels. Alors après, c'est vrai que toutes les boîtes ont ralenti leur cycle de financement, sont un peu plus frileuses d'aller sur le marché parce que les valorisations ont un peu baissé. Mais là encore, sur les valorisations, qui est le deuxième effet, je pense, quand on demande si la fête est finie, je pense que c'est aussi à ça qu'on fait référence. Côté valorisation, elles ont baissé par rapport à 2021. Mais je pense que ce que tu disais, c'est plus open bar, c'est exactement ça. Elles sont quand même, c'est quand même de très belles valorisations qu'on voit aujourd'hui sur le marché, en tout cas côté série C+, ce que moi je regarde. Les valorisations sont plus élevées qu'en 2020. Et quand on regarde le décrochage des cotations publiques, c'est des valorisations qui sont pour moi quand même très bonnes. Donc la réponse est pour moi non, la fête n'est pas complètement finie, mais open bar, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et toi, Benjamin? Je pense que ce qui est intéressant de remarquer, c'est que toutes les entreprises qui avaient un play de distribution seul pour croître, pas forcément de manière efficiente, pour eux, ça va être très difficile. C'est très difficile de changer d'ADN quand on n'a pas d'asset technologique. Et donc, c'est assez sain, en fait, que la multiplication de ces acteurs-là, qui a une forme de concentration dans le marché, ça va un peu nettoyer les choses. Et les entreprises qui sont saines, qui sont en capacité de changer d'ADN relativement rapidement, de shifter, vont réussir à lever des fonds. Effectivement, comme tu le disais, peut-être avec plus de difficultés, mais je pense que les beaux actifs vont continuer à exister, à lever et à croître dans de bonnes conditions. Et les beaux actifs, c'est quoi? C'est ceux qui font encore et toujours du SaaS ou pas? Oui, alors il y a clairement enfin, je pense en tout cas, je vais nuancer un peu plus, il y a quand même une refocalisation sur les actifs qui sont ce qu'on appelle un peu moins cash intensive. C'est directement lié, hein. Il y a moins de cash sur le marché, les fonds sont moins enclins à faire ce qu'on appelle des méga levées et à prendre énormément de risques. Donc il y a de facto une refocalisation vers des actifs un petit peu moins consommateurs de cash, et c'est effectivement typiquement des business SaaS, des business B2B, où l'acquisition client va nécessiter des vendeurs tout simplement physiques et non pas des investissements massifs en marketing digital.
ça tombe bien, c'est déjà ce qu'on fait chez Blackfin, mais on a l'impression qu'une grosse partie du marché se recentre sur ces actifs-là et sur ces business models-là. Et je suis complètement d'accord. J'ai juste une réflexion que je me fais sur le SaaS, notamment. Alors, les investisseurs sont très friands du SaaS, tout le monde le sait. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que je pense qu'en 2021 et pendant ce boom, le gap des valorisations entre les actifs SaaS et le reste, s'est beaucoup resserré. Et en fait, on a valorisé des boîtes qui n'étaient pas des boîtes de SaaS, un peu comme du SaaS. Alors que le SaaS, c'est du récurrent. Et on le voit notamment dans un marché comme celui-ci, ces business-là sont beaucoup moins impactés par les ralentissements de l'économie que les autres. Et pourquoi les investisseurs, du coup, enfin c'est ma théorie, hein, mais pourquoi les investisseurs vont faire du SaaS aujourd'hui? C'est aussi parce que ces actifs-là sont mieux pricés que les actifs qui en fait n'étaient pas du SaaS et avaient été d'autant plus survalorisés pendant le boom. Et on le voit quand on regarde les marchés publics, les classes d'actifs qui ont été le plus impactées par la chute des marchés, c'était l'e-commerce, c'était la fintech. Ça ne veut pas dire que ces business-là ne sont pas des bons business modèles, c'est des très bons business modèles, mais qui devraient être valorisés quand même un petit peu différemment d'un modèle de SaaS qui a une base récurrente qui est quand même, qui a son importance. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que quand les business qui étaient un peu hybrides, SaaS plus avec des services professionnels ad hoc, c'est des business qui sont beaucoup moins agiles qu'un business pur SaaS. Souvent, il y a beaucoup de people dedans. Donc, quand il faut changer de braquet, ça coûte, ça change la dynamique de l'équipe. C'est des business qui sont beaucoup moins résilients parce qu'ils sont basés à la fois sur du SaaS et sur des services professionnels. Et sur la valorisation, je pense que c'est un des travers qu'on a vécu en 2021-2022. C'est vrai que c'est des business qui ont pu être valorisés exactement comme des SaaS, alors que leur croissance, elle se fait de manière beaucoup plus coûteuse. Est-ce qu'il y a des segments là, de la fintech qui souffrent particulièrement, je ne vais pas dire sur lesquels vous allez peut-être pas du tout miser à l'avenir? Oui, je pense que tous les segments sont pas impactés pareil et je serais curieuse de voir si on est d'accord sur ces segments-là, mais je pense que ce que tu disais plus tôt, c'était les segments, les entreprises qui sont très cash intensive sont énormément impactées, évidemment, parce que moins de liquidité, donc forcément ces boîtes-là, les investisseurs ont plus de mal, sont plus frileux vis-à-vis de ces boîtes-là, donc je répéterai pas ce que tu as dit. Je pense que ça, c'est un segment impacté. Et après, il y a les segments qui sont impactés pas seulement par le ralentissement de marché financier, mais aussi par les changements de l'augmentation des taux, donc les business de lending, pas seulement vis-à-vis de l'augmentation, mais juste la volatilité des taux fait que ces business sont moins prédictifs et donc c'est plus difficile à opérer et les investisseurs sont aussi ils sont plus frileux vis-à-vis de ces entreprises-là. Je pense que la PropTech aussi, c'est un secteur qui est très impacté évidemment, puisqu'il y a beaucoup moins de transactions immobilières. Donc tout ce qui est financement lié à la PropTech aussi, à titre d'exemple, est un secteur très impacté. Oui, entièrement d'accord, notamment sur les business de lending. Et aussi, moi, je trouve qu'il y a vraiment aussi une vraie méfiance maintenant sur les business d'insurtech B2C. Et je pense qu'il y a aussi une des raisons à ça, c'est les non-success stories qu'il y a eu aux US sur ces business-là il y a déjà quelques années. Je ne sais même pas si c'est forcément lié avec la hausse des taux et le changement de marché, mais c'est plutôt l'échec ou en tout cas le non-succès flagrant de ces business-là qui fait que voilà, si ça ne marche pas aux US pour des raisons et des facteurs qui sont identiques en Europe, effectivement, on tend à rester un petit peu éloigné de ces business-là. Et la nature cash intensive de l'assurance B2C. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, donc je ne vais pas être répétitif. Je dirais que c'est sûr qu'on a quand même la sensation que sur la SurTech B2C, c'est de la croissance qui est très coûteuse. Et au final, pour des loss ratios, des pertes potentielles et des défauts qui sont très très proches des acteurs traditionnels. Donc c'est vrai que si c'est juste un play de distribution et qu'il n'y a pas de technologie qui permet de faire mieux que les acteurs traditionnels, il n'y a pas vraiment de raison pour nous de backer ces entreprises en plus dans le contexte actuel. Et est-ce qu'on n'est pas à la fin aussi d'une vague ou pas d'innovation pendant un moment, on a vu le segment arriver plein de tendances à chaque fois, tous les ans il y en avait une nouvelle. Est-ce que c'est pas la fin aujourd'hui ou peut-être le début d'une nouvelle, hein, vous qui êtes là aussi depuis un petit moment dans la fintech comme moi?
Moi, je crois qu'il y a encore plein d'innovations à faire. Je pense que la FinTech, peut-être qu'elle va changer d'approche. Elle va plus être FinTech pour FinTech, mais je pense qu'elle va, elle va faire partie de ces transitions écologiques, énergétiques, etc. On a besoin, quand ces transitions sont assez longues, de fill de gap entre le moment où on commence à faire une transition climatique, écologique, etc. Et la FinTech peut aider à faire ça, pour aider les gens à transitionner. Donc ça, je pense que c'est clé. Après, on est dans un environnement de plus en plus complexe aussi, avec des données financières, extra-financières, donc pour scorer le risque, que ce soit pour les assureurs ou pour les boîtes de lending, même si elles sont dans une situation difficile, on va avoir besoin d'agréger de plus en plus de données, et l'IA va pouvoir permettre certainement de trouver des beaux edges là-dedans. En tout cas, je pense qu'il y a des belles perspectives encore pour la FinTech, mais peut-être de manière un peu plus hybride qu'avant. Lauriane, Maxime? Moi, personnellement, je pense que ouais, on est quand même un petit peu entre deux grosses vagues d'innovation, sans dire qu'il n'y a plus d'innovation, évidemment. Mais je trouve que là, les sauts d'innovation sont un petit peu moins forts qu'avant. On sort un petit peu d'une époque où on a eu, et moi j'ai souvent tendance à voir ça en 3 stacks, on a eu de l'innovation sur la partie distribution, donc vraiment que la distribution digitale, les marketplaces typiquement, qui ont été des nouveaux modèles de distribution. On a eu ensuite beaucoup d'innovation dans le stack plutôt typiquement de back-office ou de middle-office des banques et des assureurs, avec notamment le machine learning, qui a beaucoup aidé dans la détection de fraude, dans le claim management. Et on a aussi eu plus récemment une innovation dans la partie vraiment basse, qui est vraiment réglementaire, avec les néobanques, les néo-assureurs. Je ne sais pas s'il faut mettre la crypto dans ce même bucket, mais pourquoi pas. Et on attend maintenant un petit peu une nouvelle vague d'innovation. On a des innovations, mais qui sont un peu plus itératives et moins quantiques quelque part. Peut-être que le Gen AI va le permettre, je pense qu'on va en parler dans la suite. Mais oui, nous on attend un petit peu une nouvelle vague d'innovation un peu plus forte. Voilà, on pense qu'on est un petit peu entre les deux aujourd'hui. Toi, Lauriane, est-ce qui a été du coup pas sexy, on va dire, en 2021, et je pense, toi qui as fait des investissements, pas forcément, tu vois, donc plus simple. Alors, je sais pas s'il est là, Eric, dans la salle, très belle boîte, hein, mais ça avait peut-être pas l'air sexy. Puis aujourd'hui, est-ce que maintenant, voilà, il se bouscule à ses portes, par exemple? Alors nous, on a toujours trouvé plus simple, sexy. Et non, par contre, c'est vrai qu'il y a eu un effet assez intéressant, un changement en fait entre le boom 2021, enfin je l'appelle comme ça, et aujourd'hui, parce qu'on a changé, enfin le sexy a changé, la croissance à n'importe quel coût, c'était vraiment le mot d'ordre 2021. Donc on avait vraiment des investisseurs qui disaient au board, à leur boîte de portefeuille, il faut brûler plus. Donc les entrepreneurs nous ont rapporté ça. Et des investisseurs, encore une fois pas tous, hein, je généralise pas, mais des investisseurs qui allaient voir des boîtes et qui regardaient vraiment la top line, la croissance, mais pas le burn, quoi. Donc c'était vraiment burn à tout prix. Nous, ça n'a jamais été notre cas. On a toujours cherché de l'efficient growth, comme on l'appelle. Et c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui et qu'on a toujours fait, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus le mot d'ordre. Donc le mot d'ordre, c'est profitabilité, et on en parlait tout à l'heure. Et je pense que plus simple dans ce contexte-là, et le CEO, Eric Mignot qui est là, je pense a eu beaucoup de courage et a gardé une ligne droite et a été visionnaire finalement pour en 2021 rester sur un modèle qui est en fait le modèle de plus simple, qui est une boîte qui s'autofinance, ce qui lui permet de lever de la dette pour pouvoir faire de la croissance externe. Donc c'est un modèle hyper intéressant, mais il fallait quand même avoir le courage en 2021 de refuser de rentrer dans cette dynamique de lever à des grosses valorisations, des gros montants pour aller brûler plus de cash. Et je pense qu'à l'époque c'était difficile de le faire, et aujourd'hui je pense que, enfin, en tout cas moi je l'entends et je pense que Eric l'entend aussi, beaucoup de félicitations finalement, et beaucoup viennent me parler de cet investissement en me disant que c'était un super investissement. J'en entendais moins parler au moment où on l'a fait pendant cette vague, et c'est parce que la vision de ce qu'est une entreprise à succès a un petit peu changé finalement. Mais pas encore une fois pour tous les investisseurs. C'est pour ça qu'on a pu faire cet investissement qu'on a commencé à explorer fin 2021. Et Maxime, tu as un petit peu parlé, là forcément on doit parler de Gen AI, donc intelligence artificielle générative. Vous, c'est quoi un petit peu là ce que vous dites aux boîtes peut-être de votre portefeuille respectif? Est-ce qu'il faut tout de suite avoir une stratégie? Enfin, voilà, donc, de quoi vous parlez avec elles sur cette question?
moi personnellement, les modèles larges qui sont assez généralistes, je pense qu'ils vont pas, ils peuvent bouleverser certains usages, mais pas forcément les fondamentaux d'une fintech ou d'une assurtech. Je pense qu'on va avoir une deuxième vague, que Mistral incarne d'ailleurs, avec des plays beaucoup plus verticalisés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un modèle, c'est basé sur des données historiques. Donc si on lui pose une question, a priori c'est la dernière version des données qui ont été utilisées pour l'entraînement. Et on ne peut pas le faire toutes les semaines, ça ne fonctionne pas du tout. Donc c'est vrai que je pense qu'on va aller, quand on va vers l'expertise, que ce soit en AssurTech, en FinTech ou dans les Climate Tech, je pense il y a une nécessité de verticaliser les modèles, de verticaliser les approches pour que ça soit plus fin, plus adapté à des prises de risques qui sont inhérents à nos métiers. Et ça, je pense que c'est une vague qui va être intéressante et qui va créer beaucoup plus de valeur que des gains d'efficience, selon moi, qui vont être majeurs, hein, qui vont être apportés par les modèles généralistes. Et évidemment, toutes les entreprises doivent aller chercher ces gains qui peuvent être soit marginaux, soit assez intéressants, notamment en termes d'opération. Là, il peut y avoir des choses très intéressantes à trouver. Mais je pense que la vraie vague sera dans la verticalisation. Maxime ? Oui, tout à fait. Et je pense que ça reboucle avec ce qu'on a dit avant. La verticalisation permet aussi d'être plus efficient en termes de cash. Typiquement, si vous attaquez 5 verticales d'un coup, il y a peu d'espoir qu'il y ait des synergies énormes entre une verticale utilities, assurance, banque ou que sais-je. Et ça supposerait à chaque fois de reconstruire une force commerciale distincte, de reconstruire un modèle distinct, avec des techs, des employés tech distincts aussi. Et clairement, on n'est pas dans ce mood-là en ce moment, donc je penche aussi vraiment pour la verticalisation. De mon côté, je suis un petit peu plus late stage, encore une fois, donc tout ce qui est GenAI en investissement direct, on ne le voit pas encore arriver en généraliste et même en verticalisé, enfin des boîtes qui sont vraiment centrées autour du GenAI, c'est pas encore arrivé jusqu'à nous, mais ça arrive très vite. Par contre, nous, le sujet de GenAI est central et hyper important et un gros focus pour toute la firme KKR en fait aujourd'hui parce que ça impacte toutes nos boîtes de portefeuille et je pense que c'est ça qui est presque la révolution la plus importante. C'est pas les nouvelles startups, mais c'est vraiment, enfin je veux pas enlever ça aux nouvelles startups, mais en tout cas l'impact que cette technologie va avoir sur toutes les boîtes de notre portefeuille, c'est la priorité et c'est ce qui nous prend le plus de temps et ce à quoi on pense le plus en ce moment. Moi, je voulais juste préciser une chose sur ce sujet-là. C'est vrai qu'il y a très peu de boîtes qui seront en capacité de faire un modèle, c'est-à-dire vraiment de faire un modèle généraliste. On en aura peut-être une poignée en Europe, peut-être, at best. Ça nécessite beaucoup de capitaux, donc on va avoir beaucoup de boîtes. Je pense que si on regarde l'écosystème, il y a beaucoup de boîtes qui sont dans une phase applicative de ces modèles, mais qui sont basées sur des modèles existants. Et donc, je pense que quand on dit GenAI, il y a beaucoup de choses très très différentes aujourd'hui. Donc, on est un petit peu, au tout début de cette vague. Et en tout cas, voilà, il y a des modèles. Ensuite, il y a des phases d'application, et après, il y aura des verticalisations. Et sur le climat aussi, autre tendance quand même de fond. Toi, est-ce que voilà l'intersection entre la fintech, climat? Alors le climat, je pense que le premier enjeu, c'est que si on parle par exemple assurance, c'est un risque qui est très très sévère à assurer, très volatile d'une année sur l'autre, très mouvant. Donc les données historiques sont absolument pas suffisantes pour prédire et faire ce qu'on appelle l'underwriting côté assureur. Donc c'est vrai que sans technologie, c'est sûr que d'aider les gens à continuer à vivre dans un environnement climatique qui évolue de manière assez sévère, ça semble assez complexe. Et évidemment, l'IA permet de simplifier un environnement avec des données très complexes, avec potentiellement des millions de variables, là où un humain pourrait se baser sur seulement certains data points, ce qui serait assez insuffisant. Donc moi, je pense qu'effectivement, la technologie, la GenAI va permettre de faciliter l'underwriting de certains de ces risques-là, qui peuvent être cyber, climat, etc., en tout cas qui nécessitent une transition. Et la FinTech va aider pour fill the gap, parce que souvent ça prend plusieurs années si on retient des transitions à faire. Donc là, on peut parler de plein de sujets, énergétiques, climatiques, etc. Ouais, non, tout à fait, hein, et c'est exactement ce qu'on fait en ce moment. Nous, on passe beaucoup de temps avec les banques, les assureurs, on est très focalisé sur ces solutions B2B à destination des institutions financières. On essaie de bien comprendre où sont les différents use cases. Il y a clairement un écueil dans notre métier et dans le métier des startups, c'est d'avoir une techno, de la développer et d'essayer de la caser dans un besoin, alors qu'il faut faire exactement l'inverse, il faut partir d'un besoin de marché et essayer d'y répondre avec une techno. Donc on sait qu'il y a toujours cet écueil-là, ce risque, donc on fait attention, on essaie vraiment de partir des besoins, ce qu'on appelle des pain points et des différents cas d'usage.
Il y a clairement aussi une notion de timing. Ça ressemble quand même furieusement à la courbe de Gartner, comme toujours. On a une hype très forte au début, ça retombe un peu avant de se consolider. Je pense que le GenAI ne va pas faire exception là-dedans. Et dernier point d'attention, peut-être spécifique à notre scope d'investissement chez Blackfin, c'est la réglementation. On sait que les banques et les assureurs vont avoir pas mal de freins en termes d'adoption, pour des raisons compliance, pour des raisons d'explicabilité, qu'on a eu d'ailleurs dans le machine learning. Il y a eu beaucoup de côté black box qui avait été reproché à certaines solutions, qui empêchaient les assureurs et les banques d'y aller. On savait qu'il y avait aussi des questions de localisation de la data et des serveurs. Et ça, c'est des choses qu'il faut regarder sur GenAI parce qu'on aura les mêmes problématiques. Tu veux ajouter quelque chose? Non, je suis assez d'accord. Je pense que les sujets FinTech et la Climate Tech, c'est de l'enablement, donc tout ce qui est réglementation, financement. C'est encore très seed, série A. Nous, on voit pas encore de boîtes qui ont vraiment scalé. On n'en voit pas beaucoup en tout cas. Mais en early stage, on voit exactement ça. Bon, on a beaucoup parlé de levée de fonds et tout, mais bon, la question aussi importante, quand même essentielle, c'est les exits. Dans la FinTech, vous les voyez comment? Puisqu'on commence à avoir des boîtes qui sont quand même matures. Donc, c'est quoi un peu, je ne vais pas dire vos prédictions, mais en tout cas, ce qu'on peut imaginer, quoi. On n'a pas les mêmes exits. Je pense que moi, je suis vos exits. Donc, et derrière, nous, on est vraiment sur des exits. Je pense que tu fais référence peut-être à des boîtes comme Conto ou d'autres qui sont vraiment très late stage aujourd'hui et où les exits sont peut-être moins évidentes. Après, l'environnement d'exit, je pense qu'il est toujours le même. Je ne vois pas de changement, à part que les marchés IPO, on reconnaît aujourd'hui, mais je pense que ça a toujours été le cas, ça a toujours été très difficile pour des boîtes tech en France de faire une exit IPO. Il y a eu quelques sujets qui ont montré que c'était difficile, mais on savait déjà que c'était le cas. Donc je pense que l'IPO, c'est pas un sujet évident et on se rend compte que du coup, il va falloir à un moment donné bridger le gap entre des valos du marché privé qui sont quand même très élevés et sur des boîtes qui sont maintenant qui ont des tailles significantes. Et donc ces boîtes-là, comment est-ce qu'on arrive à faire une exit pour la suite? Je pense qu'il y a quand même des fonds, il y a toujours les fonds de private equity très late stage qui sont toujours des options à considérer. Il y a toujours des options stratégiques à considérer. Je pense que le marché IPO, il y a un effort du gouvernement et de l'écosystème qui est fait depuis quelques temps et qui est vraiment focus sur le développement du marché IPO pour pouvoir permettre en fait la continuation naturelle finalement de sortie de ces boîtes qui sont scale aujourd'hui et qui ont atteint un stade de maturité qui leur permettrait de sortir sur les marchés publics. Donc je pense qu'il y a un gros travail qui est fait. On n'est pas encore là, mais j'espère que dans les prochaines années, on aura des très beaux case studies en France aussi. Moi, je pense que c'est notre responsabilité au board de faire comprendre aux fondateurs que les exits, ils sont pas si faciles que ça. Qu'aujourd'hui, une boîte qui est simplement en croissance de manière très inefficiente, ça marche pas très bien. Que le transfert des actifs technologiques seul, c'est plus difficile qu'avant aussi. Donc c'est sûr que nous, les business qu'on regarde sont potentiellement compatibles avec ce qu'on appelle les Rule of 40, donc Rule of 50. Ça, c'est très important pour nous d'être capable de shifter les business models vers ça, parce qu'on sait que les fonds comme Lauriane, derrière, sont assez friands de ce genre de choses, parce que c'est des boîtes profitables, qui continuent à croître dans de bonnes conditions, et c'est un peu mandatory maintenant pour nous avant d'investir. Oui, tout à fait. Et c'est, je pense, une question que beaucoup de gens auraient dû se poser avant d'investir, en 2021 notamment. Et je pense que certaines personnes ont fait cette erreur ou on sous-estime en tout cas cette question pour deux raisons. Parce qu'ils ont fait un copier-coller du marché américain sur deux points qui sont très, très différents en Europe. Le premier, c'est le marché de l'IPO, qui effectivement, l'IPO tech en Europe, ça n'existe pas ou peu. Donc clairement, c'est une option de sortie en moins. Faire une IPO aux US, si vous n'avez pas de business aux US, c'est impossible. Donc il y aura peu de boîtes éligibles pour ça de toute façon. Deuxième raison aussi, deuxième différence entre les US et l'Europe, il y a une génération de retard en termes d'innovation.
Et ça s'applique pas simplement à la FinTech, mais clairement, on n'a pas les Facebook, les Google, les Amazon qui rachètent un petit peu tout aux US à des valorisations délirantes. On n'a pas ça en Europe, on n'a pas ces acteurs-là. Et donc là aussi, c'est une option de sortie en moins pour des boîtes qui veulent sortir à plus d'1 milliard. Bon, pas très optimiste, mais merci quand même. Merci beaucoup à vous trois d'avoir partagé toutes vos expériences. Merci. Merci.